C'était une question, il y avait les sondages, ça n'allait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et j'ai écrit, donc, publié en 2006, dans le contexte de la campagne présidentielle de 2007, un article, un petit livre qui s'appelle L'ivresse des sondages, qui m'a valu des relations assez tendues avec les professionnels, bien entendu. Bon, et je me suis aperçu que peu après, ça reprenait, pareil. Donc j'avais fondé, avec un ami, Richard Bruce, un observatoire des sondages qui s'est trouvé confronté à ce qu'on peut appeler des tricheries, mais des tricheries caractérisées. Bon, je suis désolé, la commission des sondages, ça n'occupait pas, elle ne les voyait pas. Avant le référendum, les élections européennes de 2009, il y avait repéré un sondage, par exemple, sur la popularité de Nicolas Sarkozy, qui était parfaitement truqué. C'était élémentaire, si vous voulez. Pour vous dire techniquement le travail que ça supposait de ma part, c'était de regarder que ce sondage, c'était un sondage européen sur plusieurs pays. Nicolas Sarkozy est arrivé après Angela Merkel comme deuxième personnalité européenne populaire, sauf que pour toutes les personnalités européennes, il y avait un sondage sur leur propre pays. Nicolas Sarkozy, non, pas sur la France, qui aurait fait baisser le niveau. Allez, on y va. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir pour cette première audition de la commission d'enquête monsieur Alain Garrigou, professeur émérite de sciences politiques à l'université Paris X Nanterre. Vous êtes aussi ancien membre de la commission des sondages entre 2017 et 2023. Et donc, c'est un peu à ce double titre que nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Garrigou. Je le disais, vous êtes d'abord un universitaire avec des travaux consacrés à la question du suffrage universel, la question de l'histoire du suffrage universel, la question du vote. Je citerai notamment parmi les nombreux ouvrages que vous avez rédigé, l'un qui publie en 1992 avec ce titre « Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs ». Vous posez d'emblée une question que nous ne posons peut-être pas suffisamment. Savons-nous ce que nous faisons quand nous votons ? À ce premier titre s'ajoute naturellement le titre du membre de la commission des sondages. Je disais que vous avez occupé entre 2017 et 2023 et qui sont aussi je dirais au cœur des travaux de cette commission d'enquête. Vous avez développé un regard assez critique sur l'usage que nous faisons des sondages. Et je vous passerai donc, avec ces multiples casquettes, la parole pour une intervention liminaire d'une quinzaine de minutes, si ça vous convient, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses, d'abord avec le rapporteur et l'ensemble des membres de la commission qui souhaiteront vous interroger. D'ailleurs, j'invite mes collègues à se signaler pendant votre intervention pour que je puisse, à son issue, passer la parole. Alors, vous savez qu'on est dans le cadre d'une commission d'enquête, et donc je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vous invite donc, monsieur le professeur, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vous cède donc la parole pour un propos liminaire. Voilà. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de cette invitation qui m'a pris un peu au dépourvu, car je travaille sur un autre livre et donc plein de cet autre livre. Mais quand on a travaillé depuis 40 ans sur le vote, le suffrage universel, on ne devrait pas exhiber cette excuse. Donc je m'excuse de l'excuse, en quelque sorte. Voilà. Oui, vous m'avez obligé à revenir un peu en arrière, même si j'ai jamais abandonner ce terrain, comme vous avez pu le signaler par mon activité à propos des sondages qui est pas si éloigné du vote, comme chacun le sait. Je dirais que ce retour d'arrière m'a amené à réfléchir dans quelles conditions j'étais arrivé à parler du vote, parce que c'est central en sciences politiques certainement, et que, ma foi, j'avais commencé à travailler sur le sport, que ce n'était pas central à l'époque, ça l'est devenu, Mais donc un sujet central sur lequel, me semble-t-il, il y avait beaucoup à dire, parce qu'il n'était pas bien traité
Et peut-être tout cela est-il parti d'une phrase, d'une réflexion de Jean-Paul Sartre, qui, dans un article fort connu, au moins par le titre, puisqu'il s'agit de Élection piège à con, temps moderne 1972, avait mis en cause l'isoloir pour dire que les électeurs trahissaient leur classe dans l'isoloir. On a compris ce qu'entendait Jean-Paul Sartre, trahir sa classe, et c'était la classe ouvrière, bien entendu. Alors, il y avait une intuition qui était, je dirais, scientifiquement fausse. C'est un peu une manifestation de l'esprit littéraire que dénonçait Tocqueville, plutôt des belles phrases que des vérités. Mais malgré tout, il y avait une intuition qui était intéressante, c'est qu'effectivement, séparer de son monde des électeurs, pour en faire des individus, ce n'était pas qu'une question de droit, ça changeait les relations sociales, et notamment c'était des relations structurant la politique. En l'occurrence, qu'est-ce que c'était? Il y avait effectivement des socialisations. Sartre se trompait, c'était moins celle des ouvriers, encore qu'en 1848, on a vu des cortèges d'ouvriers se diriger vers les bureaux de vote, mais c'était surtout la désocialisation des villages. Car dans la France rurale, bien évidemment, séparer les individus, les individualiser, c'était casser les relations sociales du village. On comprend bien pourquoi, notamment pour les affranchir des influences des notables, ceux qui exerçaient une autorité sociale évidente, dira-t-on, c'est une expression d'André Seyfried, sur les électeurs, et pas seulement, et surtout pas, et beaucoup plus que dans le monde ouvrier. Et puis, il y avait une limite encore à ce propos, c'était qu'est-ce que ça voulait dire désocialiser? Ça supposait un autre mode de socialisation que refusait de voir Sartre, c'était la socialisation politique. C'est-à-dire quel était le type de relation sociale, je dis sociale au sens le plus large, comme nous l'utilisons dans les sciences sociales, avec quel était le mode de relation, les acteurs de ces relations qu'instituait un simple instrument. Alors il suffisait de regarder, de lire les manuels, etc., pour s'apercevoir que, après tout, l'université s'en fichait pas mal. C'est-à-dire que ça faisait une ligne dans les manuels les mieux informés. Et c'est ainsi que j'ai considéré qu'il y avait enquête à mener. C'était dans les années, j'étais vers 1983-1984. Vous voyez le coup de jeunesse que ça me donne. Et pour être resté toujours présent, mais peut-être moins, sur ce terrain. Alors il est clair que pour quelqu'un qui fait des sciences sociales, qui est historien et politiste, puisque c'est mon cas, ça voulait dire que j'allais j'allais chercher un terrain, m'affranchir de ce qui avait été dit de mes prédécesseurs, qui d'ailleurs n'avaient pas dit grand-chose, et aller sur le terrain des archives. J'ai pratiqué les archives pendant longtemps pour, notamment, parmi d'autres, ouvrir des dossiers qui n'avaient jamais été ouverts depuis le 19e siècle, qui étaient très poussiéreux, qui étaient très bizarres. Il y avait des choses bizarres dans les dossiers de l'Assemblée nationale qui avaient été déposés donc aux archives nationales. Et cela, c'était pour travailler sur la réalité des élections, comment elles se faisaient, et notamment comment les choses étaient disputées, comment on n'était pas d'accord sur un certain nombre de points, et comment ce n'était pas seulement, voire essentiellement du droit, mais c'était la question de savoir qu'est-ce qui était légitime dans la conquête des voix. Et donc, à cette occasion, donc, j'ai fait un certain nombre de découvertes de choses évidentes. Voilà, c'est ça l'originalité, si vous voulez, de ce genre de recherche. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, j'ai parlé de l'isoloir, puisque ça a donné lieu à un article, le premier de 1988, Les secrets de l'isoloir dans Actes de la recherche. Et puis ensuite, le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, Le vote et la vertu. Alors, surtout, toutes les pièces, tous les éléments, si vous voulez, de l'économie du vote, il y avait matière à découverte sur ce qui se jouait dans ces choses-là. Faire campagne,
faire campagne, c'est quelque chose qui apparaît en 1881 seulement. Hein, où on se dit, mais il faut que les candidats présentent leur programme, etc. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'intervient le recueil Barodet du nom de ce député radical qui a le mérite d'avoir donné son nom au recueil des professions de foi, mais dont il faut savoir que ce mérite était lié à l'ordre alphabétique seulement. Il était le premier de la liste. Donc, et tout le monde ne considérait pas que c'était important de faire une profession de foi. Du point de vue des notables qui régnaient sur nos campagnes, souvent c'était à peu près moi j'ai pas besoin, tout le monde me connaît. Alors ça a l'air de rien, vous voyez, toutes ces choses c'était des choses anecdotiques, elles n'étaient pas du tout anecdotiques, pas du tout, parce que ça voulait dire quelle relation on avait avec les électeurs, comment on obtenait leur vote. Vous pouvez imaginer sur le marché, dans la rue, c'est en Angleterre qu'on invente le canvassing, c'est-à-dire le porte-à-porte, qui désigne d'ailleurs, si vous voulez, un autre mode de relation, puisqu'on va chez les gens. Et aujourd'hui, vous avez des députés, j'en ai vu récemment encore à la télévision, qui disent « moi j'aime faire campagne électorale » et qui sonnaient aux portes. Bien entendu, aujourd'hui, c'est plus une manifestation de conviction démocratique qu'une réalité de conquête des voix. Chacun sait que ce n'est pas en sonnant aux portes qu'on va obtenir des voix. Il faut être réaliste. Chacun sait que les professions de foi sont plus ou moins lues par les électeurs. Mais chacun tient à ces rituels, appelons-les des rituels si vous voulez pour le moment, chacun tient à ces rituels parce qu'il s'agit de manifester quelque chose comme la foi démocratique. Ne pas le faire, c'est enfreindre les principes démocratiques. Alors, le problème, c'est que... Donc, qu'est-ce qui se jouait là-dedans? Bon, c'est ce que j'ai pu appeler dans un petit livre, finalement, qui est épuisé, donc je ne fais pas de publicité, introuvable, je vous le laisserai à la fin. Que l'éditeur a voulu appeler Les secrets de l'isoloir, parce que le secret de l'isoloir, l'article Acta Recherche avait eu un certain succès, mais c'est l'invention de l'électeur. Et quelque part, l'invention du candidat, c'est-à-dire de vous, messieurs et madame les élus. Alors, le problème, c'est que ce qui a été historiquement construit peut être historiquement déconstruit. Et je me permets, le livre est épuisé, donc je ne fais pas non plus de publicité, de citer ce que j'écrivais en conclusion du Vote et la Vertu, publié en 1992. C'est pas long, je vous rassure. Il est douteux que l'épilogue soit écrit, que la rationalité imposée par l'apprentissage électoral, une opinion s'exprime par un bulletin de vote, ne soit jamais menacée, et d'abord par sa propre érosion. Et la dernière phrase, nous vivons sur un legs dont on ne sait s'il est toujours neuf ou déjà ancien, tout en étant apparemment moins contesté que jamais, faute d'autre chose, point d'interrogation. Je veux dire qu'en 1992, je crois que j'avais l'intuition d'une crise profonde de l'économie du vote, enfin du système de représentation au sens représentation mentale, hein, et d'organisation du vote qui est aujourd'hui le nôtre. Simplement, je me posais la question, c'est quand est-ce que ça va se voir manifestement qu'on ne pourra plus y échapper. Je mettais le terme, je mettais, disons, la perspective en termes de décennies, je dis 20, 30, 40, et j'ai préféré arrêter, laisser à de plus jeunes que moi le terrain, qui a été intensément labouré depuis, je peux vous le dire, ce qui est agréable pour quelqu'un qui peut se vanter d'avoir passablement ouvert, mais j'avais avancé ce concept de participation parcimonieuse, hein, bon, qui commençait à apparaître au moment où j'écrivais, mais qui, vous le savez, occupe beaucoup aujourd'hui. Et donc, mon intention, c'était d'y revenir dans 20-30 ans, en entendant, vous voulez changer un peu de vie, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de journalisme, il faut quand même le dire. C'est des gratifications secondaires, parce que les ouvrages fondamentaux, long terme, ça prend 10 ans de vie. Et donc, si vous voulez, en étant humain, j'avais besoin de petites récompenses avec des articles, blogs, etc., sur le sujet. Hein, j'ai entretenu... bon, enfin, c'est autobiographique, je n'insisterai pas, mais ça m'a amené... Et je me suis lancé, par exemple, dans un ouvrage sur la mort,
qui était sur la vie posthume de Baudin, qui a été un de vos prédécesseurs, mort sur une barricade, héroïsé, panthéonisé. C'est un grand moment qui était complètement oublié. Et je me disais, sur la mort, je suis tranquille, là, je ne serai pas suivi par des successeurs. C'est exact, il n'y a aucun intérêt là-dessus, mais ça prend 10 ans. Donc, à côté, je me suis malgré moi, j'ai continué sur la question du vote, mais un peu décalé, c'est-à-dire je suis parti sur les sondages. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que ce que nous racontaient les sondeurs ne tenait pas debout. Ils nous racontaient d'abord que, tout simplement, les gens, quand on les appelait par téléphone, c'était l'époque où c'était par téléphone, les gens étaient contents de répondre. Vous voyez, c'était l'enthousiasme, le spontanéisme démocratique. On entendait toujours ça du côté des sondeurs. J'en connaissais un certain nombre par mon activité professionnelle. Or, je me suis aperçu, notamment parce qu'il y avait eu aux États-Unis, quelques-uns l'avaient dit, mais pas en France encore, les sondés ne voulaient plus répondre. Il y avait les centres de téléphonie étaient soumis à cette pression de devoir appeler je ne sais combien. Alors, il y avait des variations, etc. Et activité journalistique, j'ai publié dans Le Monde diplomatique en 2001 un article « Quand les sondés ne veulent plus répondre », je crois. On m'a invité sur des plateaux, etc. Ça s'est très mal passé avec sondeurs, mais très, très, très mal. J'avoue, j'étais un peu surpris. Et c'est là que c'est à cette occasion que j'ai eu le plus grand compliment qu'on pouvait faire de ma vie, qu'on pouvait me faire. Je n'en aurais pas d'aussi élogieux, je pense, quand un sondeur en colère m'a dit « Moi, je brasse des millions, je ne me ferai pas intimider par un petit prof de fac. » Bon, j'ai retenu la leçon, ça m'a fait sourire, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire le rapport de puissance, etc. Donc, je suis parti sur ce terrain. Il se trouve que ce n'est pas une question seulement de réponse ou de non-réponse. C'était une question, il y a les sondages, ça n'allait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et j'ai écrit, donc, publié en 2006, dans le contexte de la campagne présidentielle de 2007, un article, un petit livre qui s'appelle « L'ivresse des sondages », qui m'avait valu des relations assez tendues avec les professionnels, bien entendu. Bon, et je me suis aperçu que peu après, ça reprenait, pareil. Donc j'avais fondé avec un ami, Richard Bruce, un observatoire des sondages qui s'est trouvé confronté à ce qu'on peut appeler des tricheries, mais des tricheries caractérisées. Bon, je suis désolé, la commission des sondages, ça n'occupait pas, elle ne les voyait pas. Avant le référendum, les élections européennes de 2009, il y avait repéré un sondage, par exemple, sur la popularité de Nicolas Sarkozy, qui était parfaitement truqué. C'était élémentaire, si vous voulez. Pour vous dire techniquement le travail que ça supposait de ma part, c'était de regarder que ce sondage était un sondage européen sur plusieurs pays. Nicolas Sarkozy est arrivé après Angela Merkel comme deuxième personnalité européenne populaire, sauf que pour toutes les personnalités européennes, il y avait un sondage sur leur propre pays. Nicolas Sarkozy, non, pas sur la France, qui aurait fait baisser le niveau. D'autre part, les populations étaient, c'est-à-dire on faisait la moyenne des pourcentages, c'est une aberration pour les statisticiens, et que cette moyenne des pourcentages, ça donnait quoi ? Finalement, c'est qu'on mettait à égalité un pays comme l'Espagne qui avait 2 fois moins d'habitants que l'Allemagne. Bon, ça ne tient pas debout non plus, sauf qu'au résultat, ça donnait une popularité de 50,5% pour Nicolas Sarkozy. Bon, vous comprenez qu'on avait bidouillé. Bon, alors, si vous voulez des choses comme ça, il fallait quelqu'un pour faire ce travail et arriver les sondages de l'Élysée. Alors, j'ai eu un rôle, je vais dire, clandestin dans cette affaire. J'ai fréquenté ces lieux avec des rendez-vous non publics, si vous voulez, parce qu'il y avait besoin d'une expertise, et des députés qui sont peut-être aujourd'hui ici, je ne pense pas, des députés en tout cas qui étaient là, m'ont demandé l'expertise de cette question des sondages de l'Élysée. C'est comme ça qu'on a découvert et ça m'a valu des ennuis. Ça m'a valu des ennuis parce que dans une interview à Libération, j'ai proposé un choix alternatif à propos de M. Buisson.
soit c'est un escroc, soit c'est un financier de la campagne de M. Sarkozy. On sait maintenant. Alors, je précise que c'est un accident, je dirais, médiatique, car c'est au téléphone où j'essayais de convaincre un journaliste que ce que je lui disais était juste. Et j'avais recouru à cette alternative, un raisonnement qu'on appelle hypothético-déductif, pour convaincre le journaliste. Il se trouve que le journaliste m'a appelé après dans des conditions la veille pour publier. Je n'ai même pas pu revoir la copie, etc. Parce que bon, il y avait des difficultés de connexion. Monsieur Bisson m'a fait un procès pour diffamation. Il a perdu. Il y a eu appel. Il a perdu. Il a été condamné au dépens. L'affaire n'était pas finie, que j'avais une deuxième plainte en diffamation, là, de la société fiduciale. C'était bon, c'était cousu de fil blanc, ça s'appelait une poursuite Bayon. Alors, ça a duré de 2000, il faut m'excuser, un historien se trompe volontiers de siècle, donc 2009 à 2015. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, je dois le dire. On n'est pas obligé. Parfois, j'ai regretté les archives. On est carrément plus tranquille. Toujours est-il que j'ai appris beaucoup de choses dont je veux bien vous parler, mais qui nous ont amené, qui m'ont amené à conseiller sur la proposition de loi Monsieur Sueur et mon collègue Portelli de Nanterre, qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat et qui a été recalée à l'Assemblée nationale. On voit sur quelles instructions il y avait des choses qui n'étaient pas acceptables pour les sondeurs, notamment la fin des sondages par Internet, en ligne. Donc, et de fil en aiguille, je suis arrivé, puisque vous l'avez mentionné, à être nommé par le président de l'Assemblée nationale à la commission des sondages, où j'ai pu observer pendant 5 ans. Je précise que j'ai démissionné dans les derniers mois, parce que le dernier rapport d'activité mettait en cause les scientifiques qui reprenait la conclusion du rapport d'activité, reprenait exactement les propos d'un sondeur, dont je ne citerai pas le nom, mais que vous connaissez tous, qui disait « on ne voit pas les scientifiques dans les instituts de sondage », c'est-à-dire on ne fait pas bien notre boulot. Alors, je suis désolé, mais que la commission des sondages reprenne ça, ça en disait long sur le rapport que j'avais pu avoir pendant 5 ans au sein de cette commission, et il s'agissait de marquer le pas pour des raisons de principe. Voilà. Voilà, je suis à votre disposition, je ne sais pas, mais je pense que c'est bon, mais je peux continuer, j'ai pris l'habitude de... Merci. Non, merci pour ce propos, monsieur le professeur, pour ce propos liminaire. Vous avez ouvert déjà dans ce propos beaucoup de sujets, de fenêtres qui vont susciter, je pense, des questions, à commencer par monsieur le rapporteur. Bien, merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Garrigou. Je suis très heureux pour ma part de vous accueillir devant notre commission d'enquête parce que, pour reprendre une partie des propos que vous avez donnés, moi je ne brasse pas des millions, mais je suis fier pour ma part de recevoir un professeur que par ailleurs j'ai pu avoir l'occasion de lire dans mes propres études universitaires, donc c'est un plaisir de vous recevoir ici. Je voudrais d'abord, puisque c'est la première fois que nous avons une audition de cette commission d'enquête, un peu rappeler une partie du cadre qui va nous intéresser, parce que notre Constitution dit que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par la voix de ses représentants et par la voie du référendum, qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Or, si une partie du peuple ne participe pas aux élections, s'abstient, participe de manière intermittente, eh bien, est posée la question de la représentation nationale et de la représentation du peuple, que ce soit dans des élections locales ou que ce soit dans des élections nationales. Et je pense que chacun d'entre nous, citoyens ou élus, on peut souhaiter qu'on arrive, si possible, à une représentation du peuple qui soit la plus exacte possible, la plus correcte possible, afin que, justement, la République soit bien fidèle à ses principes. Alors, on a souhaité vous faire venir devant cette commission d'enquête parce que vous avez une double casquette. Vous avez d'abord une casquette de chercheur
de spécialistes des élections. Et donc, c'était la première partie de votre intervention sur laquelle j'aurai une série de questions. Et puis, vous avez une deuxième casquette, qui est la casquette donc de ancien membre de la commission des sondages, ancien président de la commission des sondages. Vous avez dit un certain nombre de choses sur la question des sondages, dont, elles rejoignent des sujets qui sont des sujets d'actualité, et notamment sur l'influence possible des sondages sur les élections, puisque on peut penser raisonnablement que les sondages vont construire des gagnants potentiels, des perdants potentiels, et que dès lors, il peut y avoir des comportements électoraux qui vont s'associer à des paris qui vont être celui-ci peut l'emporter, vote potentiellement ce qu'on appelle le vote utile, je vais voter pour celui qui a le plus de chances de l'emporter, plutôt que voter pour des convictions que je peux avoir. Donc moi j'aurais une série de questions sur ces deux aspects, sur l'aspect élection, phénomène de participation électorale, et puis ensuite une deuxième série de questions sur les sondages. Alors, première peut-être série de questions, est-ce que sur les différents types de vote qui existent, vote électronique, vote dans les bulletins de vote, vote par correspondance, vote en ligne, est-ce qu'il y a des éléments qui sont associés à ces différents types de votes qui ont des effets sur la participation et des effets sur la question sociale de la participation? Est-ce qu'il y a des gens qui vont davantage participer à des modes de scrutin qu'à d'autres? Voilà une des premières questions que je voudrais vous poser sur cette participation. Est-ce qu'il y a des différences? Alors, j'ai un peu la réponse à la question avant de la poser, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Est-ce qu'il y a des différences de participation qui peuvent exister au regard soit de la distance par rapport au bureau de vote, soit de la distance par rapport au système électoral lui-même? Est-ce qu'il y a des types d'électeurs différents, des électeurs qui vont participer de manière assidue à toutes les élections? Et si oui, quelles sont leurs caractéristiques sociales peut-être qui peuvent être intéressantes? Ou bien est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui, par exemple, peuvent être très loin des élections, ne pas participer du tout, et quelles seraient leurs caractéristiques sociales? Et puis, est-ce qu'il y a des électeurs, vous en avez parlé, mais qui peuvent être des électeurs intermittents, des gens qui vont participer à certaines élections et pas à d'autres? Et si oui, est-ce que la science électorale a des éléments d'indication sur la participation intermittente de ces électeurs? Est-ce que ça va être des effets de la campagne électorale? Est-ce que ça va être des effets de la situation politique à des moments donnés? On a vu que, par exemple, pour les dernières élections législatives après la dissolution, il y avait une très forte augmentation de la participation par rapport aux élections législatives précédentes. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des effets de ces campagnes? Bien sûr, on a des petites intuitions sur le sujet, mais je pense que c'est intéressant de vous l'entendre dire. Donc ça, c'est pour la première partie de série de questions sur l'organisation des élections, la manière dont elles se passent. Et puis maintenant, sur les sondages, vous avez été très critique sur ces sondages, et vous avez dit, j'ai beaucoup aimé votre formule, vous avez dit, ça ne tient pas debout ce qu'ils racontent. Je suis spontanément assez d'accord avec vous. Je vais vous prendre un exemple très récent et concret qui nous concerne, nous les Insoumis. On a eu un sondage en décembre 2024, donc juste après la motion de censure sur le gouvernement Barnier, qui disait qu'il y avait une augmentation de 11 points de la confiance des Insoumis dans l'action d'Emmanuel Macron, ce qui me semble un peu suspect au regard de ce que j'ai pu étudier autour de moi. Donc, il y a une question qui est posée sur ces instituts de sondage qui vont à la fois poser des questions sur le vote à venir, en disant pour quel candidat allez-vous voter, parfois même très longtemps à l'avance, et parfois sans connaître même quels seront les candidats de ces élections. Donc il y a une première question qui est posée sur les sondages électoraux. Il y a une deuxième question, à mon sens, qui est posée sur l'influence dans la vie politique, sur les sondages dits de personnalité, que vous avez cités notamment sur Nicolas Sarkozy, mais quelles sont vos personnalités politiques préférées? Il y a eu un sondage très récemment qui était commandé par un journal d'extrême droite qui donnait, hasard sans doute, mais que des personnalités d'extrême droite dans les personnalités préférées des Français. J'ai quelques doutes, voyez-vous, sur le sujet, et j'aimerais savoir comment, compte tenu du fait qu'il y a une commission qui est censée vérifier la fiabilité des sondages, comment il est possible que des sondages commandés par des journaux d'extrême droite donnent des résultats d'extrême droite, et que des sondages qui parfois commandés par d'autres organes ou d'autres organismes vont donner des résultats totalement différents du précédent sondage? On pourrait avoir tendance à penser que si les sondages sont des éléments scientifiques, ils devraient tous être à peu près dans la même longueur d'onde sur ces résultats. Donc, comment on explique ces différences fondamentales entre différents sondages qui vont être faits en même temps avec des panels qui sont censés être à peu près similaires?
et qui pourtant donnent des résultats totalement différents, voire parfois complètement lunaires. Et quels sont les pouvoirs réels de contrôle de cette commission des sondages? Parce que la commission des sondages, si je comprends bien, peut normalement donner peut exiger les notices sur les sondages pour ce qui concerne les sondages sur les élections, mais si je comprends bien, ce sont les seules notices qui sont rendues publiques. Les questions de redressement sont données pour le panel, mais pas pour les redressements qui vont être effectués sur les résultats du sondage. Et quels sont en réalité les pouvoirs d'enquête de cette commission des sondages telle que vous avez pu la pratiquer en étant le président? Voilà pour ma série de questions. Merci. Je vous propose, monsieur le professeur, de répondre directement aux questions du rapporteur et on fera une autre série de questions. Oui, parce que déjà, il y a beaucoup de choses là. Bon, alors, sur la question du vote, bon, il y a longtemps que les électeurs calculent, mais il faut quand même dire qu'il y avait une dimension stratégique du vote, mais incontestablement, disons, les sondages ont beaucoup accentué cette dimension tactique, ce qui, dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, fait diminuer la participation. Il y a un certain nombre de gens qui ne vont pas voter parce que de toute façon, leur préférence, c'est pas qu'ils ne la trouvent pas dans l'offre électorale. Il y a des candidats, mais sachant que ces candidats n'ont aucune chance, ils ne vont pas aller voter pour eux, pas la peine de se déplacer. Bon, disons que les sondages donnent une base statistique, juste ou fausse, peu importe. C'est pour ça qu'il y a des changements aussi, à ces calculs d'anticipation. Voilà. De ce point de vue, il y a beaucoup disons, de modifications, mais qui, incontestablement, ne favorisent pas la participation. Bon. Que dire sur ces... Enfin, je voudrais mettre en garde néanmoins sur une question, c'est-à-dire sur une façon d'aborder la chose, c'est-à-dire en termes techniques, qu'est-ce qui va favoriser la participation, etc., quand il s'agit, à mon avis, d'une approche qui, aujourd'hui, peut être très critique. Je vais chercher un exemple à côté, enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, M. Trump. Le vote après Trump, c'est plus la même chose, pour des tas de raisons. Aux États-Unis, il y a eu tout un ensemble de dispositions pour favoriser la participation, bon, qui sont liées au cadre institutionnel américain, c'est-à-dire des bureaux de vote très espacés, un territoire très grand, qui fait qu'il y avait ce qu'on appelle un obstacle morphologique à la participation. Donc, il y a eu des modifications techniques, qu'on va appeler techniques, pour faciliter la participation, qui ont été, par exemple, le vote par correspondance, le vote anticipé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un jour de vote. On sait que c'est le mardi. Autre élément, après le premier lundi de novembre. Pourquoi? Parce que c'était lié à une société rurale et très croyante. Il ne fallait pas voter le dimanche. Aux États-Unis, il ne faut pas voter le dimanche. Chez nous, c'est l'inverse. C'est pas que ça favorise pas la participation. Alors, pas revenir sur disons des dispositions aussi sacrées. Le rapport sacré à la Constitution américaine fait qu'on ne change rien, alors on rajoute des choses. Donc vote par correspondance, vote anticipé, vote en ligne. Quels sont les résultats de ces dispositions qui ont été prises là? Il y a une augmentation régulière de la participation aux États-Unis. J'ai les chiffres, je vous les donnerai si nécessaire. J'ai collecté les chiffres, c'est incontestable, il y a des effets, il y a des résultats positifs à cet égard. Sauf que, eh bien, M. Trump a contesté justement tous ces points. C'est-à-dire, vote par correspondance, le vote anticipé comme étant truqué, en l'occurrence truqué par ses adversaires, et vote en ligne comme étant truqué par, là carrément, la société qui produisait les machines à voter a été attaquée régulièrement par Fox News, au point que Fox News, la société, je vais oublier son nom, Dominion, a dû payer 787 millions d'euros
Fox News a été condamné à payer à payer par anticipation, pour éviter un procès, 787 millions d'euros à Dominion, que Fox News avait attaqué comme ayant truqué les résultats livrés en ligne. Alors, bon, vrai, faux, quelque part, ça n'a aucune espèce d'importance. Le soupçon est là. Et cela contrevient au principe de transparence. C'est-à-dire qu'après tout, quand on a des bulletins matérialisés, qu'on peut recompter, etc., chacun, monsieur tout le monde, si ça existe, mais chacun, c'est-à-dire nous, pouvons voir des preuves matérielles, des choix qui ont été faits. En ligne, c'est beaucoup plus difficile. Je ne pense pas que la société Dominion ait triché, elle n'avait pas intérêt, etc. Mais ça n'empêche pas ce qu'on appelle des fake news. Or, si vous voulez, les fake news, c'est quoi? C'est nos vieilles fausses nouvelles. Parce que c'est exactement la traduction. Les fausses nouvelles, ça existait au XIXe siècle comme raison de contestation et d'invalidation des élections. Alors, qu'est-ce que c'était les fausses nouvelles? C'était des choses fantaisistes, des rumeurs. C'était des rumeurs que tous les camps employaient, mais c'était dans un cadre local, c'était dans une société orale. C'était très difficile à démontrer. Conclusion, les parlementaires, qui, je vous rappelle, avaient à cette époque le contrôle de régularité des élections, c'est la Ve République qui les en a privés, si vous voulez, on peut y revenir, ont abandonné cette incrimination en question, parce que c'était difficile à prouver. Les électeurs étaient censés libres, souverains, et puis de toute façon, s'ils ne l'étaient pas tant que ça, il y avait l'instruction publique pour améliorer la situation. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'instruction publique, je crois être relativement bien placé pour en parler, on doute de ses capacités à faire ces individus informés, compétents et intéressés par la politique. Par contre, il y a des moyens considérables pour alimenter dans l'offre politique les fake news. C'est un sujet, si vous voulez, qui revient sans arrêt. L'éducation civique, comme on disait dans le temps, et qui souvent ne se faisait pas dans les écoles, les profs les évitaient, et je crois savoir qu'aujourd'hui c'est difficile, cette instruction civique, elle est faite largement par les réseaux sociaux. Alors que sont les réseaux sociaux? Ce sont des bulles cognitives. Ce n'est pas du tout une éducation au débat, à soutenir la contradiction, etc. On va toujours sur les sites qui disent ce qu'on a envie d'entendre. C'est plus confortable, etc. C'est une plaie aujourd'hui. Et c'est très difficile à combattre. Pourquoi? Parce que le système, si vous voulez, de conquête des voix, selon la vieille expression, a été profondément déséquilibré. C'est de moins en moins des candidats qui font leur campagne de terrain, etc. Il y a des chaînes en continu qui ont besoin d'informations, peu importe laquelle, souvent, ça arrive. Et puis, il y a de plus en plus des puissances privées indépendantes qui contrôlent les réseaux sociaux, qui contrôlent les moyens d'information. C'est qui font ce que Gramsci avait appelé la guerre des idées. Étant donné que Gramsci était un peu idéaliste en prison, et que la guerre des idées, c'est largement matériel. C'est quels moyens on met pour arracher les suffrages et arracher les victoires électorales. Or, il y a quelqu'un en France qui a commencé à l'adopter, c'est M. Buisson. C'est pour ça qu'il n'était pas content quand on mettait à jour certaines de ces... Je précise que là, je parle, je n'ai aucun présupposé partisan. C'est juste mon travail, n'est-ce pas, de politiste et de défenseur de la démocratie, parce que pour moi, la démocratie, c'est quand même la liberté de recherche. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il y a un côté corporatiste, si je puis me permettre.
Mais c'est M. Buisson qui avait parlé de guerre des idées en disant qu'il était un Gramscien de droite. Ça supposait quoi? C'est une entreprise finalement relativement artisanale qui reposait effectivement sur des tricheries. Si vous me posez des questions, je vais vous dire exactement lesquelles. Et qui, en fait, de mon point de vue, est plutôt une guerre aux idées. C'est le titre du livre que devrait publier Dalloz cette année, mais mes collègues qui dirigent la collection veulent le publier. Il semblerait que la direction ait des objections en craignant une attaque en diffamation. Vous voyez, c'est toujours quelque chose un peu disputé. Moi, je ne vois pas, mais c'est comme ça. Donc, mais j'espère que vous pourrez le lire. Alors là, pour le coup, j'ai fait de la publicité, puisque c'est à venir, hypothétique. Hypothétique. Cette guerre aux idées, c'est quoi? Ben, c'est des appareils. Je crois qu'en France, on a eu un aperçu, mais en Angleterre, avec Cambridge Analytica, c'était beaucoup mieux. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est encore mieux quand les personnages les plus puissants peuvent engager dans les élections des sommes, si vous voulez, pour lesquelles on ne peut pas rivaliser. Enfin, si vous voulez, tout le monde n'a pas Fox News, c'est Murdoch, certes, mais ça fonctionne, si vous voulez, en coordination tacite, tout cela. Donc, qui peuvent abreuver le public de fake news aussi énormes pour nous les unes que les autres, qui peuvent payer des amendes faramineuses. Si vous voulez, monsieur, par exemple, puisque j'ai été confronté à ceci, et heureusement, la 17e chambre est magnanime avec les intellectuels. Mais si vous voulez, si M. Trump peut qualifier des ministres britanniques, etc., d'ordures, de pédocriminels, etc., et je serais curieux d'aller sur X et de qualifier M. Musk des mêmes choses. Je me demande si je n'aurais pas une plainte en diffamation. Évidemment, on ne va pas se lancer dans une plainte en diffamation contre l'homme le plus riche du monde. Par contre, l'homme le plus riche du monde peut se lancer dans une plainte en diffamation contre vous. C'est pour cela, d'ailleurs, que j'avais attiré l'attention du secrétariat d'État à la recherche en 2017 sur la question et ont été adoptées des mesures de protection fonctionnelle pour pouvoir s'exprimer sans avoir trop peur. Bon. Donc, si vous voulez, sur ces questions-là, il faut voir qu'il y a des machines extrêmement riches qui entrent en scène aujourd'hui, enfin, qui ont commencé, et que ça pose un problème. Votre commission touche un sujet extrêmement délicat. C'est la montée des puissances privées indépendantes. Bon, dans ces fake news et autres, la question de l'opinion, vous pouvez imaginer à quel niveau elle est portée. Et d'ailleurs, c'est porté, je vais entamer votre deuxième sujet, la question des sondages. Alors, je vous le dis immédiatement, je suis hostile aux sondages sur les intentions de vote. Mais alors, carrément, je pense que ça doit être supprimé. Il en a été question dans la proposition Portelli-Sueur, et c'est ce qui, je crois, n'a pas plu. Comment justifier cela? Je crois que M. le Président l'a dit, plus que suggéré. Il faut revenir aux bases, c'est-à-dire quelle est la question posée? Quand est-elle posée? La question posée, si les élections avaient lieu dimanche prochain, etc., etc., voteriez-vous? Vous savez tous que les élections n'ont pas lieu dimanche prochain. On ne sait pas quand, mais ce n'est pas dimanche. Ce n'est pas possible. Donc, on met des citoyens dans une situation de fiction. Comme vous le dites, on ne sait pas les candidats. On propose des candidats qui ne seront peut-être pas... souvent, les candidats ont été, d'ailleurs, on peut dire, suggérés par des sondages sur la popularité. On ne les connaissait pas il y a 3 mois, et puis tout à coup, alors vous avez les exemples sont connus. Madame Ségolène Royal n'aurait jamais été candidate si, à un moment, on ne l'avait pas mis dans les codes de popularité. Ça ne se fait pas tout seul, hein, bien entendu. Monsieur Zemmour n'aurait jamais atteint 17% si... bon, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut dire que c'est de l'information, c'est ce que défendent d'ailleurs les sondeurs. C'est l'information, c'est aux électeurs de faire la part des choses entre le bon grain et l'ivraie. Bon, c'est leur accorder beaucoup trop de
de compétences, parce que c'est normal, les questions techniques, tout le monde ne peut pas se pencher toute leur carrière là-dessus. Bon, mais les sondages sur les intentions de vote, donc mettre des gens dans des situations fictives, et les mettre dans des situations fictives aujourd'hui en ligne. En ligne. Or, en ligne, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous avez répondu à des sondages en ligne, mais si vous réfléchissez trop longtemps, vous êtes déconnecté, parce qu'on suspecte l'intervention de quelqu'un d'à côté. Et sur le principe du vote individuel ou de l'opinion, par définition individuelle, ça ne marche pas. Autrement dit, si vous réfléchissez sérieusement à un choix politique, votre opinion ne compte pas. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Sauf que les sondages en ligne, ça fait aujourd'hui plus des 3/4 des sondages. Plus des 3/4. C'est plus rapide. On trouve des gens pour répondre, parfois pour avoir des appareils ménagers. Il y a un documentaire qui a été publié par Cache Investigation. Il y avait une dame enseignante. Elle faisait des cadeaux à toute la famille. Bon, admettons que ce soit annexe. Mais il est quand même extraordinaire que... et c'est pour ça que je parle de guerre aux idées. C'est-à-dire, si on se met à réfléchir, ça ne marche pas. Il faut rentrer dans la case et rentrer vite, sinon, terminé. Un journaliste, Luc Brunner, dans Le Monde, a publié une enquête où il a montré ce que nous savions, nous, déjà à l'Observatoire, mais on ne nous écoutait pas. Par contre, Le Monde, on écoute un peu plus. A montré qu'il avait lui-même triché en répondant plusieurs fois. Ce qui était dénié par les sondeurs et les panélistes, puisque aux sondeurs se sont rajoutés aujourd'hui cette spécialité qu'on appelle des panélistes, c'est-à-dire les gens qui fournissent un panel, et les sondeurs n'ont plus de centre de téléphonie ou ont externalisé, si vous voulez, une partie du travail. Donc, je précise, puisque vous m'avez posé la question sur la commission des sondages, c'est que ça a donné lieu à des auditions de la commission des sondages, sauf que le journaliste en question n'a pas été invité. J'ai posé la question, pourquoi? Il avait des choses à dire, je le sais. Il n'a pas été invité. Ont été invités tous les sondeurs, ça c'est clair. Mais c'est le travail d'une commission, hein, d'inviter, auditionner. Mais pourquoi pas le journaliste qui avait des choses désagréables à dire? Bon, si vous voulez, les intentions de vote, c'est un artefact sur lequel sont lancés, dont profitent ceux qui sont les mieux armés pour en profiter, c'est-à-dire ceux qui ont des moyens de communication, qui ont de l'argent. Bref, c'est un progrès de la plutocratie, si je pourrais. Alors si vous voulez, je ne parlerai même pas des États-Unis, tellement j'imagine que chacun est quand même un peu choqué. Que Elon Musk donne un chèque d'1 million de dollars par semaine chez nous, c'est invalidation, quand même. Bon, finalement, ça n'a pas eu tellement choqué, mais chez nous, la situation ne s'améliore pas. Je vous ai entendu citer un sondage. J'ai vu, c'était sur le sondage de bonne année du JDD sur les personnalités les plus appréciées des Français. Bon, c'est simple, monsieur... j'ai oublié son nom, le chanteur, toujours en tête, qui chante plus depuis. Merci. Je savais, c'était une manière, c'était un procédé interactif. Vous voyez, l'enseignant qui a oublié, heureusement. Bon, excusez-moi, mais oui, Goldman. Moi, j'aurais suggéré aux sondeurs de mettre les noms de gens décédés. Je suis sûr que certains auraient obtenu un bon score. Mais je vous garantis. Oui. Bon, ça, effectivement, comme par hasard, sont arrivées des personnalités, etc. Bon, si vous voulez, alors, puisque j'ai pris quelques notes, là, vous m'avez sorti de ma retraite, ou plutôt de mes autres occupations de chercheur, qui fait une biographie en ce moment. Oui, le 4 décembre, vous voyez, il y avait un sondage CSA pour le JDD, Europe 1 et CNews. Michel Barnier censuré, Jordan Bardella favori des Français dans le poste de Premier ministre. Le 26-12, sondage CSA, pour le JDD Europe 1 CNews, 62% des Français jugent la justice partiale.
6 janvier 2025, CSA pour le JDD, Europe 1 News, influenceurs algériens menaçants, 94% des Français réclament leur expulsion. Bon, CSA appartient à M. Bolloré. Le JDD aussi. Europe 1 aussi. CNews aussi. Bon, vous voyez le genre de dispositif qui aujourd'hui en France, de guerre aux idées de mon point de vue, mais qui est en train d'être mis en place. Je suis désolé, il faut être réaliste. Il faut être réaliste et qui menace chacun. Hein. Je veux dire, ces dispositifs, comment dire, marginalisent les partis politiques, ça me paraît très clair. Les sondages ont largement remplacé la sélection du personnel politique par les partis, hein, et même invalident les primaires. Pour ceux qui auraient tenté les primaires, ça sert de primaire dans une large mesure. Alors, ces choses-là, je m'étais posé la question, mais pourquoi M. Bolloré achète un institut de sondage connu, CSA, qui arrête son activité dès qu'il est acheté? Je me disais, on va avoir la réponse dans quelques temps. Voilà la réponse. Et je vous dis, nous sommes très en retard sur les dispositifs américains parce qu'il n'y a pas de Fox News, il n'y a pas... s'il n'y avait que M. Musk, mais il n'y a pas que M. Musk, bon, vous le savez. Donc, il me semble qu'il faut prendre la mesure des choses. C'est-à-dire que les réformes ponctuelles, si vous voulez, on peut en parler longuement, elles sont ponctuelles. Ce n'est pas tout d'améliorer la participation si c'est la participation qui est largement déterminée par les réseaux sociaux. Parce que l'offre elle-même a été déterminée par les sondages, parce que les partis ont été dépossédés de leur fonction de sélection des candidats. Donc, je pense il faut revoir, à la mesure de la crise actuelle du suffrage universel, on peut l'appeler comme ça, tiens, ça me vient comme ça, c'est bien une crise du suffrage universel qui est en cause, et qui en cours, c'est-à-dire que les mesures de contrôle ne sont pas suffisamment aujourd'hui assumées. La preuve, on a abandonné les incriminations, je parlais des fausses informations, si vous voulez, on abandonne ça dans les années 1880. Aujourd'hui, avec les fake news, mais comment on combat les fake news? Donc, il me semble qu'il faut revoir à peu près tout le dispositif institutionnel. Inutile de vous dire que la proposition d'interdire les sondages d'intention de vote, ça ne plaît pas à certains, mais tout le système de contrôle de régularité. Je rappelle que ce système de contrôle de régularité était confié aux assemblées parlementaires jusqu'à 1958. Il est confié aujourd'hui à des administrations. Or, je pense qu'il faut réassocier, d'une part, le contrôle, c'est-à-dire les cas, l'étude des cas, éventuellement invalidés, mais vérifier la régularité des élections, la liberté d'expression et la sincérité du vote. C'est ainsi qu'étaient libellés les textes sur la question sous la Troisième République. Et d'autre part, les corrections, c'est-à-dire le travail de réforme, le travail du législateur. Parce que il me semble que les plus compétents, je vais vous faire un compliment qui n'est pas du tout opportuniste, mais par anticipation, les plus compétents pour apprécier la régularité et pour proposer donc au nom de cette compétence des réformes, ce sont ceux qui sont au contact du vote. Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires, même pas au Conseil constitutionnel, et d'ailleurs encore moins au Conseil d'État. Et là, si vous voulez, on peut en parler sur la commission des sondages. Je suis désolé, mais avec tout le respect que j'ai pour les conseillers d'État, les magistrats de la Cour de cassation ou les membres de la Cour des comptes, puisque c'est ça, non, c'est pas leur truc. Mais c'est carrément pas leur truc. J'ai entendu des énormités, mais des énormités. La pire étant le silence devant des cas où la commission aurait dû interdire. J'ai posé la question. On m'a dit, oh non, mais quand on va saisir le procureur classe sans suite. Ah, mais alors à quoi on sert? Vous avez compris le sens de ma question. Donc, je pense qu'étant donné que je suis parfaitement irresponsable, j'en ai bien conscience, je pense qu'il faut reconsidérer le contrôle de régularité. Et personnellement, je serais pour un retour au contrôle de régularité républicain,
en considérant bien qu'il s'agit d'associer deux compétences, la compétence du praticien, celui des parlementaires, et la compétence des réformateurs, des législateurs, ceux qui sont les mieux placés pour changer éventuellement les choses devant ceux qu'ils voient, la réalité qu'ils observent. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Avant de laisser la parole à mes collègues, j'ai de mon côté 2-3 questions à vous poser. En rebond déjà à la fin de votre intervention, en disant qu'il faut retrouver un contrôle républicain finalement du processus électoral face aux irrégularités. Quel est votre regard au fond quand on regarde, pour rester bien sur le champ de la commission d'enquête, sur l'organisation des élections dans notre pays? Vous êtes un grand spécialiste, vous avez sûrement regardé aussi les autres processus électoraux. Quelles sont les grandes failles, les potentielles irrégularités dans tout le processus qui nous amène à la fin au vote, d'une part. Deuxième question, aussi en lien avec la remarque que vous faisiez sur le système américain. Vous disiez que l'éventail des possibles ayant été élargi pour voter, vous avez constaté une augmentation de la participation. Est-ce que vous pensez transposable le vote plus large par correspondance dans notre pays? Quel est votre point de vue sur le vote obligatoire, que je pense que vous n'avez pas évoqué? Et enfin, si je puis me permettre, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais quel regard portez-vous sur le fonctionnement concret de la commission des sondages? Vous avez commencé un peu à le dire, mais peut-être un peu dans le détail du fonctionnement de la commission à laquelle vous avez participé. Je vous remercie. Alors, sur l'organisation des élections en France, pour les avoir observées donc, pour mes propres raisons, je dois dire que c'est une organisation assez bien rodée. J'ai regardé dans les bureaux de vote. Je pense qu'on doit être un des pays, alors que beaucoup de pays posent problème, on le sait. Hein, on doit être un des pays les mieux rodés, avec des employés municipaux généralement qui font les bureaux de vote, hein, qui sont habitués, qui sont payés pour ça d'ailleurs, ils sacrifient leur dimanche. Mais il y a toujours des contestations, parce qu'il y a toujours des petits filous qui veulent priver de bulletins, des choses comme ça. C'est devenu un peu folklorique, je pense, ce qui ne veut pas dire que quand on est atteint par ça, on trouve ça folklorique. Mais c'est pas marquant, si vous voulez. Alors avec le regard, si vous voulez, sur un lointain passé, les bureaux de vote sont d'un calme. Si vous voulez, la procédure d'invention de l'électeur a réussi à... C'est un terme qui n'est pas péjoratif, que j'emploie, parce qu'en sociologie, on l'emploie, domestiquer, la domestication électeur. Tocqueville avait eu un excellent terme, l'apprivoisement du suffrage universel. D'ailleurs, dans le nouveau manuel de sciences politiques qui vient être réédité dans la 3e édition, vous pouvez lire l'expression, c'est ma contribution personnelle. L'apprivoisement du suffrage universel. Alors, incontestablement, les électeurs savent aujourd'hui se tenir selon les principes de la démocratie représentative. Ça me paraît très clair. Et il y a un personnel qui, ma foi, est expérimenté. Il n'y a pas beaucoup... Enfin, par rapport à il y a 100 ans, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, détrompez-moi si j'ai pas vu, mais ça tourne. On va dire que l'institution fonctionne du point de vue procédural. Voilà. Sur mais j'ai bien dit que les menaces viennent d'ailleurs maintenant. Voilà, les menaces viennent d'ailleurs. Sur la question posée pour augmenter la participation, il y a une question de qualité. Si c'est pour faire venir des gens qui finalement... Enfin, je veux dire, c'est un peu le problème de la corruption, puisque le problème de la corruption qui se posait de moins en moins. Vous savez, il y a un terme dont on a oublié le sens, c'est Rastel. Rastel, c'était quand on a brevé les électeurs d'alcool et de cigares. Ça a disparu, disons, il y a un peu plus d'un siècle. Aujourd'hui, on imagine mal acheter des voix comme ça, mais on les achète avec beaucoup plus. C'est ça le problème. Et pas aussi directement, pas aussi, de manière aussi rudimentaire. Mais donc,
l'augmentation, enfin, les suffrages, c'est les suffrages, évidemment, de gens qui, politisés, on va dire, qui s'intéressent suffisamment à la compétition politique, qui ont des préférences, etc. Ça, je pense, permet de répondre à la question de l'obligation de vote. Obligation de vote, ça ne va pas avec liberté d'expression. Changeons les termes. Obligation d'expression, ça existe, notamment en Belgique. C'est très mal appliqué, puisque les amendes ne sont pas appliquées, enfin, etc. Et puis, ça donne de l'État encore une image coercitive. Je pense que ça n'est pas souhaitable. Je vous dis bien, liberté d'expression, pas obligation d'expression. Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup argumenter dans ce sens. Par contre, d'autres moyens, comme le vote par correspondance, il faut quand même observer que le vote par correspondance a été rendu plus difficile, parce que ça existait. Ça a été supprimé en 1973, parce qu'il y avait des fraudes qui impliquaient certaines régions de France que je ne citerai pas. Mais c'était avec des fraudes massives. Donc, est-ce que ça a un peu facilité, etc. Avec prudence, c'est possible, mais c'est vraiment à la marge. Les gens qui veulent aller voter, j'en connais, ils traversent la France. Bon, mais qu'on arrange les choses. Et puis, quand on est convaincu, on est convaincu. Et si on ne l'est pas, on ne l'est pas. Enfin, bon. Mais ce sont des modifications de détail, je pense, qui ne résolvent pas le problème. Ce qui est peut-être plus important, c'est la question du vote en ligne. Il faut voir qu'avec l'économie numérique, nous avons les moyens de la démocratie directe. Vous voyez les questions que vous posez. Je veux dire, on pourrait faire cette hypothèse, cette suggestion, mais il n'y a plus besoin de Parlement. De toute façon, on peut interroger en direct les citoyens sur n'importe quel sujet. Alors pourquoi ne le fait-on pas? Alors, vaste sujet de réflexion, pourquoi on ne le fait pas? C'est pas possible. On n'a pas trouvé mieux que le régime représentatif, et on peut imaginer le bazar, le doladoli, comme on dit en anthropologie, que ça pourrait provoquer. Et le vote, mais pour le vote en ligne, c'est parfaitement envisageable. Voter depuis sa maison. On n'aura pas de garantie sur le caractère individuel du vote. On ne l'a pas toujours dans les conditions actuelles où on voit des personnes de troisième âge qui sont accompagnées. Bon, mais c'est marginal. Mais le vote en ligne ne garantit pas. Et surtout le vote en ligne, depuis les contestations trumpiennes, est soupçonné. C'est-à-dire que ce n'est pas visible. On n'a pas la preuve matérielle que tel vote a bien été émis. Et d'une certaine manière, puisque il se trouve que j'ai été questionné déjà sur cette question personnellement, j'étais contre. Mais alors, depuis que M. Trump a accusé, ou que Fox News et d'autres ont accusé des tricheries des sociétés de vote en ligne, c'est plus possible. Ça mettrait le soupçon sur le vote des citoyens ordinaires, mais de nous-mêmes aussi, si nous ne nous mettons pas là-dedans, enfin vous, puisque vous êtes élus. Je crois que ces accusations, ce soupçon, ont quelque sorte déconsidéré le vote en ligne. C'est-à-dire, ça pose vraiment problème. J'attends qu'on me donne des arguments en cette faveur, mais je ne souhaite pas du tout une transformation en la matière. Serait infiniment périlleuse. Voilà. L'autre question, je pense, c'est la question du fonctionnement de la commission des sondages. C'est un amendement du sénateur Sueur qui a institué la présence de 3 personnalités extérieures dans la commission des sondages, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C'est à ce titre que j'y ai été. Je ne crois pas qu'on m'ait nommé par hasard. Je pense qu'on a nommé une voix critique dans la commission des sondages. D'ailleurs, je l'ai très bien compris immédiatement, puisqu'on m'a demandé le devoir de réserve. Ce qui arrivait un paradoxe, c'est qu'un critique des sondages était neutralisé en le nommant à la commission des sondages. Je ne pense pas que c'était ce que voulait le président de l'Assemblée nationale. Alors, ça a été un peu difficile, pour ne rien vous cacher. J'ai résisté pendant 5 ans. Mais la première séance,
au bout d'un moment, comme j'avais... D'abord, il y a eu une lettre du sénateur Sueur qui recommandait à la commission des sondages de faire correctement son travail. Enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Et le secrétaire général, il dit non, mais on fait bien notre boulot et tout ça. Et, enfin, bon. Et puis je lui ai dit, ben, écoutez, répondez-lui au sénateur. On ne parle pas comme ça à un sénateur. Il était répondu. Et j'ai commencé mon travail normal, critique. Je suis désigné pour ça. Et une conseillère d'État, au bout d'un moment, exécrée, a lancé « Les sondages n'ont jamais été aussi bons qu'aujourd'hui grâce à la commission ». J'ai répondu « Madame, je suis désolé, mais je crois travailler sur les sondages depuis quelques années. Les sondages n'ont jamais été aussi mauvais. » Voilà l'entrée en matière qui était sympathique, comme vous pouvez le voir. Je pourrais raconter d'autres histoires. C'est un peu tendu, comme ça, j'ai essayé. Attention, atmosphère parfaitement courtoise, hein, bien entendu, dans tout cela. C'est normal, des gens qui ont une bonne éducation, qui savent ne pas s'insulter, etc. Bon, j'ai observé, puisqu'après tout, c'est mon travail d'observer. Je n'ai pas abdiqué, j'ai répondu à un certain nombre de choses. J'ai été rappelé encore au devoir de réserve la dernière année par lettre, donc si vous voulez, j'ai les pièces en conviction. J'ai répondu très sèchement que bon, je considérais, alors qu'effectivement j'avais réduit mon activité de critique, ne serait-ce que parce que faut savoir passer à autre chose et pas s'enferrer dans une obsession. Hein. Il y a un travail de salubrité. Honnêtement, j'ai posé la question à des membres de la commission des sondages, à quoi vous servez? À quoi ça sert? Si, quand on saisit la justice, c'est classé sans suite. Si on fait du contrôle... alors, ça, il y a une utilité certaine, c'est qu'il y a un rapport d'activité, vous avez les résultats de tout par an des sondages publiés, qui ont un rapport direct ou indirect au vote. C'est exact. C'est utile. Peut-être, ça, c'est une opération qui garantit par anticipation la correction des sondages, c'est-à-dire que les sondeurs font plus attention, mais ce n'est pas mesurable, ça. Hein. En tout cas, ça offre une légitimité aux instituts de sondage. Ça, c'est clair. Voilà. Est-ce que ça suffit? Je dis non. Pourquoi je dis non? Je dis non parce que, par exemple, quand un jour, il y avait un sondage discuté qui avait été financé par une association absolument inconnue, je fais l'observation, je dis, mais qui c'est cette association? C'est pas elle, c'est un prête-nom, qui est le financier direct de ce sondage. On m'a dit, quelqu'un de la commission, un permanent de la commission, m'a dit, on n'est pas des flics. Mais j'ai dit si, mais si, c'est ce que veut le législateur. Et on m'a dit, alors on me regarde, qu'est-ce qu'il parle au nom du législateur? J'ai dit, excusez-moi, j'ai été consulté sur le texte qui dit qu'il faut savoir d'où viennent les financements. Ah, je m'en doutais, dit le secrétaire général à l'époque, qui est ailleurs maintenant. Bon, vous voyez le type si on ne fait pas, si on n'applique même pas la loi, je suis désolé. Et bien entendu, savoir qui paie, c'est important. Alors, dans un certain nombre de cas, on sait qui paie, ce sont les journaux, etc. Bon. Mais dans un certain nombre de cas, on ne sait pas qui. On ne sait pas qui. Ça me paraît important. Voilà. J'ai tenu jusqu'à un mois de l'arrivée. Quand j'ai dit que je démissionnais, on m'a téléphoné pour me dire qu'on allait changer la conclusion du rapport d'activité. J'ai dit que c'était trop tard. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Professeur. Je passe la parole à Frédéric Petit. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, j'ai quelqu'un qui vient des territoires palestiniens. Je serai obligé de vous quitter, mais je voulais absolument poser deux réflexions et une question. D'abord, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que c'est pas nouveau. Voilà. Moi, je suis électeur depuis les années 70 aussi. Et cette question de toutes ces questions qu'on pose dans cette commission d'enquête, je les ai eues en 70, 80, de la même manière qu'aujourd'hui. Donc, je suis assez d'accord avec vous qu'il faut éventuellement qu'on élargisse notre loupe. Je vais passer pas mal de choses. Je voudrais revenir sur le vote Internet, parce que j'ai été élu par Internet. Je suis député des Français à l'étranger, ça s'est très très bien passé.
il y a un bureau de vote Internet. Et je voudrais donner une précision très technique, mais qui est importante pour cette commission. Dominion, ce n'est pas un vote à distance. Les machines de Dominion, c'est du vote Internet à l'intérieur du bureau de vote. Oui, donc c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, avant que vous arriviez, c'est qu'on, dans cette commission, on fasse la différence entre vote à distance qui permet de rester à la maison, et là, par Internet, je suis désolé, moi j'ai passé 5 ans en Égypte, je faisais des virements de 20 000 euros de mon bureau, sécurisé. Le vote Internet qui nous a élus, mon collègue ici et moi, est sécurisé et contrôlé par les citoyens exactement comme les autres. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse la différence, et c'est pas des fabricants de machines. Les prestataires, ce sont des prestataires de sécurité informatique. J'ai une question j'ai aussi une formation scientifique et j'ai une question assez précise sur le fonctionnement de la commission des sondages. Je prends cet exemple sur la chasse. Vous savez les associations de chasse disent quand on fait parce que pour faire les plans de chasse, on compte les animaux. Voilà, et pour compter les animaux, c'est en fait un sondage, puisqu'on les compte toujours au même endroit, dans la même parcelle, etc. Et les associations de chasse disent il y a 1000 chevreuils dans le Doubs. En fait, il n'y a pas 1000 chevreuils dans le Doubs, il y a 1000 chevreuils là où on les compte, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Voilà, donc je considère qu'il y a deux choses dans le sondage. Il y a la vérité scientifique, c'est-à-dire j'ai interrogé tel panel, il a répondu de telle manière, et qui est, à mon avis, inattaquable, et je pense qu'on aura du mal à empêcher quelqu'un de poser la question, s'il fallait voter dimanche prochain, qu'est-ce que tu voterais ? Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'utilisation du sondage. Et est-ce que la Commission fait cette différence en disant, ou est-ce que c'est un peu mélangé, quoi ? Parce que je crois que cette dichotomie de dire nous contrôlons la vérité scientifique du sondage, est-ce qu'on a compté ce que vous avez dit sur Sarkozy ? Pour Sarkozy, on n'a pas fait le même calcul. C'est un problème de faute scientifique et de mensonge scientifique. Et puis après, il y a le fait, qui c'est qui paye, comment on l'a fait, comment on l'a utilisé, qu'est-ce qu'on a dit, comment on l'a fait. Je crois que là, on se rapprochera en tant que législateur et contrôleur, on se rapprochera de quelque chose qui est de l'ordre du financement de campagne ou de l'organisation de la campagne. Donc, est-ce que la Commission travaille sur ces deux choses-là, ou c'est quelque chose, ce qui nous apparaît un peu maintenant aujourd'hui, après vos premiers témoignages, quelque chose qui est un peu bouli-bouli, comme disait une collègue. Monsieur le professeur. Alors, la commission est organisée de telle manière qu'il y a une structure permanente, enfin un secrétaire permanent qui reçoit les différentes notices techniques pour tous les sondages, qui ont un rapport direct ou indirect avec l'élection. Je ne pense pas que ça pose de problème. C'est un travail de documentation, etc. Et qui soulève avec un secrétaire permanent, qui est un conseiller d'État, et la présidente, qui est une présidente aujourd'hui, qui est conseiller d'État aussi, les sondages indiscutables. C'est sur des termes techniques du sondage lui-même. Je ne me souviens pas être intervenu, enfin, soyons intervenus, avoir été présent dans une séance où la question était posée de l'usage médiatique du sondage. Je crois que ça amènerait effectivement des grandes discussions. Mais chaque fois que... Enfin, je veux dire, le problème, c'est que l'activité ne paraît pas adaptée. Je veux dire, quand il y a des problèmes majeurs, je vais en citer. Peut-être que ce sera la meilleure réponse que je puisse vous faire. Donc, statistiques, oui, on s'occupe des statistiques sans pouvoir vérifier, etc. Bon, les sondeurs ont amélioré, ils publient les marges d'incertitude, maintenant, des choses comme ça. Bon, mais globalement, c'est le sondage. Je vous ai dit, la question du commanditaire qui devrait être posée ne l'a pas été. C'est une manière de vous dire que la curiosité n'est pas immense. Ce qui se traduit par des choses quand même fâcheuses. Je vais prendre un exemple, puisque voilà, qui a été, vous allez dire, j'en veux à M. Sarkozy, pas du tout. Il a participé à monter un système, si vous voulez, qui a été jugé en 2022. Bon, c'est assez clair. Et donc, il y avait la question de la réélection. M. Sarkozy partait 60-40. Il y avait déjà des gens qui, selon les sondages d'intention de vote, 3 mois avant. Bon, c'était pas sérieux. Bien sûr, les spécialistes le savaient que c'était pas sérieux. Mais comme par hasard, il y a eu, juste au moment de son entrée en campagne, le meeting de Villepinte. Et le meeting de Villepinte, on a découvert le lendemain que M. Sarkozy était passé en tête, ce qui
voulait dire qu'il y avait eu, et c'était les titres de la presse, inversion des courbes. L'inversion des courbes, c'était comment dire, un prêt-à-penser des sondeurs quand il y a inversion des courbes, qu'un candidat deuxième passe premier, c'est qu'il a gagné. Voilà. C'est un adage de sondeur. Et c'était parti l'inversion des courbes. Moi, personnellement, sachant ce que je dis, la littérature des sondeurs, j'ai dit ils vont le faire. Bon, il y a des raisons pour lesquelles, juste après un meeting qu'on relayait tous les médias, la cote augmente, les intentions de vote augmentent. Donc, je me suis dit, et je vois ça dans la presse, je vois Dépêche AFP. J'avais un correspondant à l'AFP, celui qui était spécialisé sondage, je l'ai appelé. J'ai dit, mais ça ne va pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien vu la tricherie, parce qu'il y avait tricherie sur le sondage, sur la manière dont il avait été fait, à moitié en ligne, à moitié au téléphone, et sur un baromètre, si c'est le 15 du mois, c'est pas le 7. Et donc il y avait eu tricherie, bon, etc. Bon. Mon correspondant à l'AFP m'a dit, non mais j'étais en congé, je corrige demain. Ça a été corrigé le lendemain. Ça a été corrigé le lendemain. Je pense que c'était bien évidemment totalement planifié. Bon. La constitution des sondages n'a rien dit sur une affaire aussi élémentaire. Bien entendu, ça mettait en question le sondeur qui avait fait le sondage sur le croisement des courbes et qui a dit « Oh non, mais on a accordé trop d'importance à ça ». Pensez donc que ça aurait marché. Il aurait été tout fier de son opération. Mais la commission des sondages n'a rien dit à ce propos. Elle n'a réagi ni sur le sondage qui était biaisé, ni sur la couverture médiatique qui était préparée. À mon avis, il y avait les titres tout faits déjà. Voilà. En gros, les sondeurs sont bien tranquilles. Merci, Nicole Dubreuil-Chirat. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour vos propos. Je voulais revenir sur les sondages en général, c'est-à-dire quel est l'objectif sous-tendu par un sondage, parce que ça reste quand même une photographie à un moment donné et pas l'alpha et l'oméga avec une certaine influence sur les personnes qu'on vise. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre quand même à sa juste place un sondage? Est-ce qu'il faut encadrer les sondages en termes de volume, en termes de délai dans une campagne électorale ou préalable en tous les cas? Et puis, j'ai une question par rapport au panel effectivement choisi, parce que c'est aussi un parti pris dans un sondage, c'est-à-dire selon qui on va choisir et quelle visibilité on a sur le panel requis, qui a effectivement un effet d'influence sur les résultats et sur les personnes visées. Donc, quel encadrement on peut proposer ou quelle remise à sa juste place on peut proposer aussi sur ces sondages? Merci, Monsieur le Président. Alors, il me semble qu'il faut différencier sondage politique de tous les autres sondages qui, de certaine manière, ne nous regardent pas. Hein, et notamment les sondages qui ont un rapport direct ou indirect avec le vote. Les sondages politiques doivent être encadrés. Les autres, cela relève, je dirais, de la justice. S'il y a des questions de diffamation ou autre, bon... Et puis on peut faire ce pari que les citoyens sont capables d'apprécier. Bon, mais ce sont les sondages politiques qui posent problème, parce qu'ils ont des effets, évidemment, sur le vote. La preuve la plus élémentaire, c'est que tout le monde ici, tous les élus, sont persuadés que ça a des effets sur le vote, et il suffit de le croire pour que ce soit vrai. Voilà, bon, ça c'est ma première réponse. Donc ça a des effets performatifs. Bon, on ne s'en occuperait pas autant si on n'était pas persuadé, donc ça a des effets, et ça a donc des effets. Voilà. Alors, la question de l'encadrement, si vous voulez, ben oui, c'est bien le problème. Le problème, c'est de confier cette question, d'abord d'avoir des principes élémentaires. Je pense que sur les questions de sondage politique, à l'intérieur, il faut différencier sondage sur les intentions de vote, qui sont de l'intervention directe dans le processus institutionnel. De fait, c'est devenu un outil institutionnel. C'est une institution, de fait.
Et puis, puisque c'est quand même un instrument de la sélection du personnel politique, si vous voulez, et c'est un instrument non constitutionnel, livré au marché, et évidemment pas mal de manœuvres et autres. Et puis, les sondages politiques, après tout, on a le droit de demander de mettre des personnalités politiques au milieu, en compagnie de M. Goldman. Ce qui serait bien, c'est que la critique soit un peu plus développée, qu'on ne compte pas sur quelques universitaires, très peu, qui vont au charbon et qui ont des ennuis. Voilà. Bon. Comme m'ont dit certains collègues, moi j'en crèverai. J'ai eu droit à ça. Les plaintes en diffamation, ça fait peur. Bon, je suis désolé, mais c'est comme ça. On s'y habitue. Donc là, il faut faire la différence. Voilà. Je pense que là où la question de la régulation se pose, c'est sur les sondages d'intention de vote. Il ne faut pas tout mélanger, si possible. Mais après tout, les sondages, ça procède, si vous voulez, d'une croyance démocratique qui est assez bien fondée sur la liberté d'expression, sur le débat. Voilà, donc il faut limiter la cible, si vous voulez, le domaine, mais il faut bien s'en occuper, voilà, puisque ça a des effets de plus en plus marquants sur l'activité politique et, je tiens à le dire, sur la légitimité des élus. Merci, Pierre Cadenne. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Professeur, pour cet exposé et puis ces interventions très intéressantes sur la question finalement décisive des sondages. À vrai dire, j'aimerais bien vous interroger à partir de 2 cas. Il me semble intéressant de partir de cas aussi concrets. Alors, un cas d'actualité tout à fait brûlante renvoie à la censure que l'Assemblée est appelée à voter cet après-midi. Alors, un sondage ELAB nous dit que 70% des Français ne souhaitent pas que le gouvernement Bayrou soit censuré. Alors, je vous lis quand même le commentaire de BFM, parce que je pense qu'il renvoie à l'objet de notre discussion aujourd'hui. Le gouvernement de Michel Barnier avait obtenu exactement le même score début octobre au lendemain de son discours de politique générale. Il a tout de même été censuré en décembre, et là en gras, à la satisfaction de 54% des Français. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a un problème et qui renvoie à la notion d'ailleurs de sondage comme photographie. Parce qu'à la fin, que photographie-t-on? Et les Français n'ont-ils donc aucun souvenir, si l'on en croit cet institut de sondage et surtout le commentaire qui en est fait, de la phase du gouvernement Barnier, de finalement leur volonté qu'il dure manifestement très longtemps et de leur profonde satisfaction qu'il ait été censuré. Vous voyez, je crois qu'il y a un problème de ce point de vue-là, parce qu'en fait, un sondage ne peut pas prétendre, de mon point de vue, être une photographie. Que photographie-t-il? Et surtout, c'est-à-dire les opinions construites, argumentées, raisonnables, qui sont censées fonder une démocratie représentative, ne sont pas une succession d'instantanés. Ils sont une construction intellectuelle dans le temps. Voilà, c'est ça la République des Lumières. Bon. Deuxième cas concret, la présidentielle de 2022. Alors là, j'ai repris tous les sondages de la dernière semaine avant le premier tour. Alors, c'est l'occasion quand même de casser le mythe du vote utile, soi-disant, qui aurait fait que Jean-Luc Mélenchon avait fait 22%. Le seul candidat sur lequel se trompent les instituts, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même prodigieux. Vraiment, je vous invite à le reprendre. Alors Zemmour fait un peu moins aussi, mais enfin, globalement, ils font tous leur score. Et Jean-Luc Mélenchon est testé, pour celui qui se trompe le moins, Harris Interactive, à 4 points de son score réel. Pour le cas d'Ipsos, le 5 ou 7 avril, il est donné à 16,5, il fait 22. Et donc là, si vous voulez, pour moi, ça pose un problème démocratique grave. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'était le candidat de gauche le mieux placé. Et à un moment, il y a des gens qui commencent à dire oui, mais de toute façon, c'est pas possible qu'il soit au second tour, etc. Et à la fin, il est quand même pas si loin d'y être. Et surtout, les sondages ont donné une image complètement faussée. Donc, le choix qui est déterminé par ce premier tour de 2022 nous engage encore aujourd'hui. Hein, je le rappelle. Donc là, je veux dire, le poids des sondages dans ce genre de moment politique décisif, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelque chose. Et peut-être voir quel est le lien entre cet écart si important
et le biais sociologique de constitution des panels. Parce que vous disiez, il y a des gens qui sont plus ou moins intéressés à répondre au sondage, ce qui est d'ailleurs parfois un biais sociologique du vote lui-même, qu'on peut retrouver sans doute dans la constitution des panels, au sens où il y a des gens qui se sentent plus à distance. Mais donc, est-ce que dans les panels eux-mêmes, on a une bonne représentativité? Comment on peut d'ailleurs garantir que ces panels fonctionnent correctement? Et dernière question, vous parliez de Donald Trump et Elon Musk. Ici, l'Institut CSA appartient à Vincent Bolloré, dont on sait l'agenda politique d'extrême droite et le soutien à une politique fasciste ou néofasciste, on l'appelle comme on veut. Est-ce que le fait que Vincent Bolloré soit propriétaire de CSA eh bien, a, selon vous, des implications politiques? Voilà, merci. Merci, monsieur le professeur. Bon, je pense qu'il faut faire attention à une critique des sondages qui serait basée sur les sondages qui ne me plaisent pas. Vous voyez ce que je veux dire, le détail. Il y a des sondages, il y a des sondages qui ne nous plaisent pas, bon, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce que vous avez cité, ça veut dire que les sondeurs ont truqué. Oui, il y a une partie du doigt au mouillé, si vous voulez, pour sentir où ils s'accordent des petits aménagements. Mais il y a la garantie, si vous voulez, que les sondeurs ne truquent pas, ce que vous suggériez, me semble-t-il, c'est le caractère collectif des sondages, c'est-à-dire dans une boîte de sondage, il n'y a pas une seule personne. Sinon, il y aurait de quoi être très inquiet. Bon, oui, bien sûr que ça a des effets en dissuadant. Bon, mais ça, c'est, si vous voulez, certains vont vous répondre que tout le monde connaît la règle du jeu, qu'il ne dépend que de ceux qui sont lésés, de leur côté, d'utiliser les ficelles, puisque il y a des ficelles là-dedans, hein, bon, pour le tirer de leur côté. Bon, le problème, c'est que ça met en cause la légitimité du vote. Bon, d'ailleurs, si l'abstention augmentait dans certaines proportions, je vous fais remarquer au passage qu'on pourrait dire que les sondages sont plus représentatifs que le suffrage universel. Hein, ce qui fait une perspective apocalyptique, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, donc, dans le fonctionnement des boîtes de sondage, bien sûr que de toute façon, ils ne sont pas tous d'accord que il y a des... On sait, parce que souvent, il y a les sondeurs sont nos anciens étudiants. Donc, on a des informations. C'est pour ça le reproche on ne va pas visiter les instituts de sondage, c'est pas très loyal, mais on a des informations. Les fuites, ça fonctionne, les fuites. Bon. Mais il y a une autre... il faut revenir donc aux conditions. Donc, il y a des contrôles, ils se contrôlent minimalement. Alors, on pourra raconter des anecdotes, d'ailleurs, confidentielles sur la question. Mais il y a les conditions, c'est comment on interroge les gens. Je vous dis, le sondage en ligne, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Il faut donner une opinion. Ne vous étonnez pas de ces variations. Si vous avez appris à voter en ligne, eh ben vous savez que, attention, le chronomètre tourne et que si vous attendez un peu trop, alors qu'est-ce qu'on répond? Ben on répond la première solution qui vient. C'est pour ça que M. Goldman est toujours en tête. Il va disparaître petit à petit avec la mortalité normale des gens du panel. Vous posez la question du panel. Qu'est-ce que c'est un panel? Parce que, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais panel, il y a une acception technique très précise. Or, je crois qu'on doit ça à M. Chirac, qui un jour, pour parler du panier de la ménagère, a dit le panel. C'était vers 2000, un truc comme ça. Depuis, le panel, c'est devenu on ne sait plus quoi. C'est un peu tout. C'est les enquêtes de consommation. Vous voyez, le panel, c'est le panier, le contenu du panier de la ménagère, enfin, etc. Bon, soyons clairs, un panel, c'est beaucoup de monde. C'est des centaines de milliers de personnes, voire 1 ou 2 millions, qu'on interroge donc en ligne. Mais c'est-à-dire, à la limite, on sélectionne, on n'a pas besoin de 2 millions, mais il y a un peu de turnover, on va dire, circulation, pardon. Et on va faire, après, la représentativité, elle n'y est pas. C'est aléatoire au départ. C'est après, selon les déclarations sur les variables, ce qu'on appelle lourdes, qu'on va faire, donc a posteriori, la représentativité. Sachez que par téléphone,
la représentativité, c'est avant. On appelait des gens, on avait besoin d'un ouvrier de 30 à... Enfin, selon les catégories de l'INSEE, j'ai oublié, vous voyez, puisqu'on ne le fait plus beaucoup. Ah ben non, vous ne l'êtes pas, ah bon, vous ne m'intéressez pas, c'était à peu près ça. Et à la fin d'une enquête, on chassait la perle rare. Alors, la perle rare, c'était pas les retraités, parce que ça, on n'en avait que faire, des retraités, tellement on avait. Et de temps en temps, on bidouillait, les enquêteurs bidouillaient, parce qu'ils étaient payés à la pièce, et il fallait leur échantillon représentatif. Aujourd'hui, c'est à la fin. Or, qui répond? Je ne sais pas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, pour avoir été plusieurs années sur un panel, ce qui était plutôt marrant, mais ça me donnait un truc d'enquête, si vous voulez, d'observation, ça ne m'intéresse pas. Vous en doutez, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, qui ça intéresse? C'est ça. Donc, si vous voulez, ça intéresse des gens qui ont besoin d'un peu d'occupation, enfin, qui s'ennuient un peu de la journée, ils sont sur un panel, de temps en temps, ça leur fait, c'est un jeu, etc. Il y a des gratifications mineures, mais il y a quand même des gratifications. Ça intéresse des gens politisés qui vont qui vont répondre plus volontiers, voire qui sont à l'affût des sondages, c'est-à-dire qu'on leur envoie. Bon, qui ça favorise, je vous laisse le deviner, mais je pourrais vous le dire. Et donc, c'est après cela qu'on fait la représentativité. Mais le critère, ça a été l'intérêt pour le sondage. Comment voulez-vous faire de la représentativité au sens ancien, c'est-à-dire en fonction des variables lourdes, alors que déjà l'enquête en ligne, en quelque sorte, filtrait des clients, si je puis dire, entre guillemets, particuliers. Donc ça pose un problème. Alors évidemment, si vous voulez, quand on en a besoin absolument pour faire des sondages, parce qu'on ne pourrait plus faire des sondages par téléphone, c'est vraiment devenu très difficile, ça coûte très cher, avec l'abondance des refus de répondre. Donc, ne vous étonnez pas d'avoir des variations telles quelles, alors qu'on demande aux gens vite fait répondre. Voilà. C'est normal. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ce genre de questionnement. On parle de science, c'est parfaitement abusif. Parfaitement abusif. C'est les technologies de la science qui sont utilisées depuis fort longtemps, depuis déjà le 19e siècle, la Société générale la statistique générale de la France. Hein. La représentativité, c'est arrivé au début du siècle, mais si vous voulez, on prend ses aises avec tout cela parce qu'il y a des intérêts à prendre ses aises. Mais il ne faut jamais oublier que moi, je ne remets pas en question la question des sondages. Il ne manquerait plus que ça. Si vous voulez, ce que monsieur le député disait sur la population des biches, des cerfs, etc., bien entendu que c'est un moyen excellent pour évaluer, puisqu'on ne peut pas le faire autrement. Excusez-moi, pour le vote, ce n'est pas des brebis et des cerfs, c'est pas la même chose. Et donc, ce qui peut s'appliquer avec des marges d'erreur, enfin des erreurs parfaitement acceptées et acceptables, c'est pas la même chose pour les suffrages. Voilà. Mais je dis, n'oubliez pas à chaque fois, c'est comment la cuisine est faite. Il faut passer à la cuisine, voir si la méthode est à la hauteur de ce qu'on fait dire au sondage. Merci. Vincent Corre. Merci, Monsieur le Président. Alors tout d'abord, bon, une fois n'est pas coutume, je m'inscrirai dans les termes du rapporteur. Personne, je pense, en tout cas pas moi, ne brasse de millions, donc ça va lever une suspicion de connivence qui pourrait perdurer ici aujourd'hui. Et ensuite, très heureux de vous retrouver, professeur, après vous avoir connu par le truchement de vos ouvrages pendant mes études, mais donc de vous retrouver de visu ici. Ça fait un point commun, en tout cas, il y a une internationale, Garrigou. Permettez-moi juste de quitter le terrain des sondages, juste pour revenir plutôt à la question de l'isoloir, ou en tout cas des modalités d'organisation du vote et de la longue conquête de cette économie du scrutin. D'abord, m'associer aux propos du collègue Petit, parce que lors des dernières législatives qui ont été provoquées dans un calendrier que l'on sait tous fort restreint, pour les Français de l'étranger, au regard des distances notamment, de l'éloignement des bureaux de vote qui, pour le coup, rapprochent plus la situation
d'un cas américain que d'un cas standard dans l'Hexagone. La possibilité du vote en ligne a offert à des milliers de personnes la capacité de voter depuis chez eux, ou en tout cas loin des consulats ou des emprises françaises où pouvaient se trouver des bureaux de vote. Moi, c'est 80% des électeurs qui ont voté en ligne en Europe du Nord. Ensuite, c'est pour revenir plutôt sur vos travaux et la manière dont vous avez appréhendé la question de l'isoloir, du bureau de vote, la pacification de celui-ci, et la manière dont les réflexions sur le lieu du vote et la manière dont on vote peuvent faciliter la participation et l'organisation des élections. En Europe du Nord, par exemple, on a diverses modalités de vote, non pas tant pour les Français, ou en tout cas s'ils sont binationaux, mais pour les citoyens et les nationaux de ces pays. On peut voter parfois sur plusieurs jours, on peut voter dans une bien plus grande diversité de lieux. En Scandinavie, on peut déposer des bulletins, par exemple, dans des tiers-lieux, chez des marchands de journaux, ou en tout cas dans des lieux où sont disposées des urnes, ce qui nous paraîtrait impensable, ou en tout cas qui nous paraîtrait très très éloigné de la tradition républicaine française telle qu'elle s'est construite, mais qui répondait à des enjeux géographiques, de morphologie nationale propre à chaque fois. Mais donc, un peu dans cet exercice on va dire, de perspective comparée, je voulais savoir s'il vous apparaissait qu'il y avait des améliorations à apporter à la manière dont on organise, lors des dimanches d'élection en France, le scrutin. Est-ce que voter sur plusieurs jours serait possible et est-ce que ça faciliterait, est-ce que ça augmenterait la participation, même si, vous l'avez dit, selon vous, il y a des élections qui sont bien rodées, bien organisées en France. Et puisque c'est aujourd'hui aussi une réflexion de fond sur les modalités même du scrutin, la proportionnelle, ou par exemple le fait de pouvoir panacher les votes, en tout cas, est-ce que ça serait changer les règles du vote? Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait amener à une meilleure participation, ou est-ce que ça serait en fait introduire de la complexité et donc peut-être rejeter hors du moment électoral des gens qui auraient une moindre socialisation ou une moindre proximité avec la politique? Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Alors, il faut être pragmatique. Je n'ai pas exprimé une opposition hostile au vote en ligne par principe. Je sais très bien que les Français qui votent de l'étranger ne peuvent pas se rendre leur village de naissance pour aller déposer leur bulletin de vote dans l'urne. Donc, il faut accorder au pragmatisme, c'est-à-dire faire comme on peut faire pour que les gens exercent leur geste citoyen. Voilà. Voilà, sur la question de cette organisation, le problème, c'est que on peut pas réformer beaucoup. J'ai fait le parallèle avec le sport. Pour qu'un sport fonctionne, il faut un certain nombre de principes, mais il ne faut pas changer non plus trop souvent parce que les gens ne s'y retrouvent plus. Donc, le risque, si vous voulez, de proposition de changer le statu quo risque de désorienter, de nuire en termes de lisibilité. C'est important que les gens comprennent. C'est important, me semble-t-il, que les électeurs, les citoyens, se retrouvent physiquement dans des lieux où, en quelque sorte, les seuls lieux où l'on puisse, en quelque sorte, toucher le peuple, si vous voulez. Le vote en ligne, c'est une dématérialisation qui a ses coûts. On pourrait, effectivement, c'est très facile d'imaginer un vote en ligne généralisé. Simplement, chacun chez soi. Voilà. Je n'ai pas d'avis, à vrai dire, sur cette question. Je pense que c'est un sujet de réflexion pour vous. Voilà. Est-ce que le dimanche d'élection, le mardi pour les États-Unis, mais c'est dysfonctionnel, je vous le dis. Le dimanche, c'est plutôt mieux, surtout on va moins à la messe maintenant. Mais ce qui est peut-être favorisé d'ailleurs un éloignement des urnes. Enfin, c'est une question. Mais il est possible d'adopter plusieurs moyens en fonction d'un principe supérieur qui est celui de la participation à la vie démocratique. Ça, on est parfaitement d'accord. Je ne sais plus quelle était... vous m'avez... il y a une dernière question qui m'a... La dernière question,
La dernière question, c'est plus un dézoom général sur les modalités d'élection. Vous commencez à y répondre sur le fait qu'aux États-Unis, on vote par exemple sur un jour le mardi. Est-ce qu'il faudrait étendre? Est-ce que ça changerait quelque chose? Et après, c'est aujourd'hui, on évoque beaucoup des modifications du vote, mais vous y répondez aussi, c'est que vous pensez que peut-être comme en matière de fiscalité, le statu quo a du bon parfois, et donc la stabilité aussi, ça permet aux acteurs de s'y retrouver. Ma question, c'était sur les nouvelles modalités de vote, en tout cas qui pourraient donner le sentiment aux citoyens que leur vote serait mieux respecté, avec le panachage ou avec ce genre de choses. Est-ce que ça améliorerait l'organisation? Oui, et vous avez évoqué notamment le mode de scrutin. Alors, je suis presque étonné que vous me parliez du mode de scrutin tardivement. Je me suis dit, on va attaquer sur le mode de scrutin. Alors, c'est pour ça que je parlais du sport, des règles qui permettent de croire au jeu, ce qu'on appelle l'illusion. C'est pareil sur l'élection, c'est pour ça que j'insiste sur la question du soupçon. Alors, puisque c'est d'actualité, que c'est une vieille question, c'est un classique en sciences politiques, il y a deux modes de scrutin, comme chacun le sait, avec des variantes majoritaires, proportionnelles. Alors, au regard, si vous voulez, de ce qu'on peut apprendre sur les critères, si vous voulez, les conditions d'équilibre d'une compétition, c'est pour ça que je parlais de sport, conditions d'équilibre d'une constitution, chaque mode de scrutin a des avantages et des inconvénients. Ça me paraît clair. Majoritaire, le grand économiste Schumpeter préférait majoritaire parce qu'il disait la fonction d'un mode de scrutin, c'est d'accoucher d'un gouvernement. Et majoritaire a de l'avantage là-dessus. Ça, vous avez le droit de sourire, puisque oui, mais si vous voulez, capitalisme, socialisme, démocratie est un classique, n'est-ce pas? Il a été justifié, conforté pendant de nombreuses années. Il semblerait que ça ne soit plus si sûr. Ça a des avantages. Ça a un avantage aussi de lisibilité. Plus de gens comprennent. C'est clair, comme un match de foot, si vous voulez. Hein. Bon. Le mode de scrutin proportionnel est moins lisible, si vous voulez, mais il est plus juste. C'est-à-dire qu'on trouve plus, c'est plus conforme à l'état de l'opinion. Au passage, je peux dire, il n'y a pas de photographie de l'opinion dans les sondages, parce que les sondages photographient un objet qui n'existe pas. Donc, si vous voulez, c'est une formule, photographie de l'opinion. Je n'avais pas répondu, excusez-moi. Donc, pour revenir proportionnel, il y a les avantages de justice, de lisibilité et inconvénients, parce que, et alors surtout si on interroge les citoyens sur le cadre d'élection proportionnelle, sur plus fort reste, plus forte moyenne, on risque d'avoir des réactions dubitatives. Mais pour en rester là, donc, c'est au point de vue de la justice démocratique, de meilleure représentation, et probablement, ça favoriserait la participation. Pourquoi? Parce qu'à cause du vote utile, c'est-à-dire, mais pas au sens lié au sondage, là, c'est-à-dire, est-ce que mon vote sert à quelque chose? Il est clair que majoritaire, surtout avec les sondages, où on voit qu'il y a des candidats qui n'ont aucune chance, ça dispense un certain nombre d'électeurs d'aller aux urnes. La représentation proportionnelle, ils iraient aux urnes. C'est un moyen de favoriser la participation. De toute façon, pour savoir ce qui fonctionne, il n'y a pas d'autre moyen en politique que de faire l'expérience. Je suis désolé. Mais les plans, on peut analyser, si vous voulez, les conditions, les avantages, les inconvénients. Mais l'expérience, c'est, comment dire, l'expérience peut donner des résultats bizarres, des conséquences qu'on appelle des conséquences ou des effets inattendus, contre-intuitifs. C'est pour ça que je vous disais, regardez aux États-Unis, on augmente effectivement la participation, mais il y a des contestations qui mettent en cause le caractère universel du suffrage. Et donc, si vous voulez, on peut se demander si les effets contre-intuitifs ne sont pas pires que les effets bénéfiques. Je suis désolé, mais vous savez, il y a une expression du général de Gaulle qui l'obsédait, il parlait des bonnes institutions. Il avait emprunté ça à Polybe, l'historien, qui estimait que c'était ce qui expliquait la suprématie de Rome sur le bassin méditerranéen. J'ai plutôt tendance à penser que les bonnes institutions n'existent pas, que les institutions sont forcément mauvaises, étant donné la complexité des situations à laquelle elles doivent répondre.
Mais, par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a des moins mauvaises institutions. Hein, moins mauvaises, c'est-à-dire qui suppose de faire marcher sa raison, enfin, bon, d'être un rationaliste, mais qui suppose aussi de d'être pragmatique. Et là, vous voyez, sur les modes de scrutin, je comprends bien que les Français de l'étranger, c'est pas vote en ligne. Hein. Ce n'est pas, je vous dis, on perd quelque chose. C'est-à-dire la mise en scène du peuple, des gens qui font la queue, qui acceptent volontiers, vous voyez, la discipline de vote. C'est extraordinaire, les files électorales en France. Il n'y a pas de dispute. Ils les font plus que personne sur les élections où il n'y a pas de vote par Internet. Aux européennes, aux présidentielles, ils font 2 heures de queue. Sur leur ordinateur. Non, au bureau de vote. Parce qu'ils n'ont accès Oui, les machines de vote. Alors attention, oui, vous avez parfaitement raison, il y a les machines de vote électronique au bureau de vote. Non, même ils votent à l'urne, ils ont les deux. Alors personnellement, je vois pas trop. L'avantage. Vous dites les machines à voter électronique dans les bureaux de vote, ça disons, allège le travail des scrutateurs. Ça est interdit, par exemple, de faire un roman comme celui de Cavigny, Journée d'un scrutateur. Je trouve que c'est un peu prosaïque, mais ça oblige les électeurs à voter. Moi, je pensais que, si vous voulez, ce qui facilite, enfin, qui change les choses, c'est le vote en ligne depuis la maison, en considérant que, après tout, les gens sont assez grands pour décider tout seuls. Et là, on pourrait généraliser ça. De toute façon, on le généralise pour à peu près tout. Et voilà. Je crois qu'il y a Vincent encore qui voulait repréciser sa question, la remarque sur le vote présidentiel notamment. Merci, Président. Oui, pour clarifier, en l'état du droit et des discussions entre le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur, les citoyens français donc installés à l'étranger ont accès au vote en ligne, donc sur leur téléphone portable, leur ordinateur, depuis leur domicile ou depuis la rue, l'endroit où ils se trouvent, aux élections législatives et lors des élections locales, les élections consulaires. Et lorsqu'il y a une circonscription unique française, donc notamment lors des présidentielles ou des européennes, ils ne peuvent voter qu'à l'urne. Donc ils doivent se rendre dans un consulat, un lycée français, ou en tout cas un lieu loué par les autorités diplomatiques pour organiser un bureau de vote à l'ancienne. Donc là vraiment c'est... Et le moment demeure. Pour donc les législatives et les élections consulaires, là ils ont les deux. Ils votent soit en ligne chez eux ou qu'ils le souhaitent, soit à l'urne. Il y a encore environ 20% des électeurs qui font le choix de se rendre à l'urne. Mais donc le moment républicain du vote, et qui commence par le fait de faire la queue parfois, ils le vivent parfaitement, puisque, par exemple, lors des élections européennes 2024, il y a, lors des présidentielles des dernières, il y a des files d'attente qui sont sur des temps qui apparaîtraient complètement déraisonnables, par exemple pour un habitant de Bordeaux, Paris, Roubaix ou Marseille, puisqu'on arrive facilement parfois à dépasser sur les grandes villes, là où il y a de grandes communautés françaises, et malgré la multiplication des bureaux de vote, 1 heure, voire 1 heure et demie de temps d'attente. Oui, il n'y a pas autant d'attente dans la plupart des bureaux de vote, effectivement, en France, en métropole. Aux États-Unis, il y a des heures d'attente. Ça a l'air, mais si vous voulez, ce que j'avais évoqué, la domestication des électeurs, c'est un bon critère de gens qui restent calmes avec des heures d'attente. Il y a certains pays, la file peut exister parce qu'il y a des policiers avec le big stick. Et on sépare les hommes des femmes. Et évidemment, il y a du bazar chez les hommes. Et vous avez les policiers qui rentrent dedans un grand coup de bâton. Je suis désolé, mais la domestication, ça fonctionne. Pour ceux qui diraient c'est un mot parmi d'autres, non. C'est d'avoir intériorisé des normes, on dira civilisées au sens éliasien, de comportement qui sont les normes de l'autodiscipline. Bon, il est clair que la facilitation est un progrès, enfin c'est un mieux, puis ça permet à plus de gens de participer, à des coûts, baisser les coûts. C'est ça le grand critère, si vous voulez, des mesures techniques pour favoriser la participation, c'est jouer sur l'économie du vote, c'est-à-dire non pas les avantages, puisqu'il n'y en a pas personnellement, mais diminuer les coûts. Bon, par définition, le vote, c'est un coût. Bon. Même si un certain nombre d'économistes l'ont dénié dans le temps en disant il n'y a pas de problème, le vote, ça coûte rien. Mais si, ça coûte... voilà. Donc la question, c'est d'adapter
je vous dis, on peut adopter. Alors, les machines à voter, qui ont été adoptées aux États-Unis à partir des années 20,